S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Une fédération, un réseau pour accompagner, pour s'entraider, pour atténuer et pour s'adapter au changement climatique. Épisode 4. Aujourd'hui, on reste à domicile parce qu'on va faire une interview au téléphone. On va appeler Pietro Barbieri, qui est maître de conférence en agronomie systémique à Bordeaux Sciences Agro, pour un épisode bilan sur la place de l'agriculture biologique dans la transition agricole, face au changement climatique. Donc là, il est 18h et on s'est donné rendez-vous au téléphone et donc on va l'appeler tout de suite. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, ouais. Donc, moi, c'est Octave et peut-être faire juste des petits essais. Pietro, on va commencer un peu classiquement. Est-ce que vous voulez bien vous présenter au micro ? Oui, c'est Pietro Barbieri, donc je suis enseignant-chercheur en agronomie à Bordeaux Sciences Agro. Donc j'ai un volet enseignement qui porte sur un peu les concepts d'agronomie de base, et dans mon partie recherche, je me suis surtout occupé de mener des études sur les changements d'échelle, donc l'expansion de l'agriculture biologique à d'échelle très large, voire à l'échelle mondiale, et d'explorer un peu qu'est-ce que serait la conséquence de cette expansion, surtout sur un point de vue par rapport à des questions de fertilité des sols. Du coup, c'est de la recherche universitaire. Ça consiste en quoi ? Il y a du terrain. Comment ça fonctionne ? Oui, non, effectivement, c'est une recherche qui reste plutôt théorique, dans le sens il n'y a pas des tâches de terrain. Il y a de temps en temps des échanges avec des agriculteurs, mais ça reste assez limité. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle des exercices de modélisation. Donc, on essaye d'écrire des modèles mathématiques qui nous permettent d'aller simuler des changements des systèmes agricoles, donc notamment par exemple un passage en conversion à l'agriculture biologique à l'échelle globale, et de voir comment la production agricole se comporte sous ces différents scénarios qu'on peut imaginer de mettre en place. D'accord. Et du coup, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle. C'est tout simplement pourquoi vous travaillez sur ce sujet, sur le sujet du bio ? Ouais, c'est un peu pour conviction personnelle au début, dans le sens j'ai fait des études en agronomie, en partie en Italie. Après, je suis parti en Allemagne parce que j'étais intéressé à découvrir un peu plus dans les détails. Donc j'ai fait un master en agriculture biologique, et pour un peu des raisons, je pense, familiales et personnelles, j'étais toujours proche à des questions sur les impacts environnementaux, sur les changements climatiques, etc. Et donc la bio, ça m'apparaissait à l'époque une des méthodes possibles à explorer pour répondre à ces enjeux-là. Et donc c'est pour ça que j'ai continué un peu à mener des recherches sur ce type de questions. Du coup, nous, on a aussi fait une sorte de recherche à travers le reportage, et on a eu 3 témoignages dans 3 contextes climatiques qui étaient assez différents. On a été dans le Grand Est, dans une zone de plaine, où on a François qui cultivait des céréales et des légumineuses bio. Et François, lui, récemment, il s'est intéressé à la question du stockage du carbone dans les sols pour favoriser la rétention d'eau et avoir des sols plus fertiles. Donc là, voilà, c'était le premier cas qu'on avait dans le Grand Est avec François. Et après, on est aussi allé près de Gap, chez Damien, qui lui a volontairement diminué la taille de son cheptel. Et lui, son objectif, c'était d'avoir une autonomie dans la production de l'alimentation de ses bêtes, donc le fourrage, et de dégager du temps pour faire des projets collectifs, pour adapter les fermes à partir des expériences d'autres agriculteurs qui vivent également le bouleversement climatique.
Et enfin, on a été en Bretagne, dans le Morbihan, en bord de mer, chez Marion, qui elle a mis l'arbre au cœur de son système pour favoriser l'autonomie alimentaire de ses chèvres et pour avoir des sols plus résistants aux bouleversements climatiques, dont notamment, on s'y attend pas forcément, mais dont notamment la sécheresse en Bretagne. Donc voilà, on a un peu ces trois cas, du stockage carbone, de la diminution de la taille d'un cheptel et de l'arbre au cœur d'un système. Du coup, c'est un peu. Je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que ça vous inspire en fait, ce travail qui a été fait de l'agriculture biologique? Ouais. Je pense que c'est trois exemples effectivement bien choisis, dans le sens, c'est trois situations un peu comment dire, typiques dans lesquelles on pourrait dans lesquelles les changements climatiques pourraient poser problème dans le futur. Donc si je pense aux premières par exemple, donc si j'ai bien compris, c'est en agriculture plutôt en grande culture, donc en céréales et légumineuses. Et effectivement aujourd'hui les sols agricoles dans ces contextes-là sont des sols où les carbones, donc la matière organique du sol, donc les carbones dans les sols agricoles, a la tendance à être plutôt bas ou avoir des pratiques d'agriculture conventionnelle qui vont plutôt déstocker, donc diminuer le stockage de carbone dans les sols. Donc effectivement, dans un contexte comme ça, mettre en place des pratiques d'augmentation pour augmenter les stocks des matières organiques et donc les carbones dans les sols, c'est sûrement quelque chose qui peut aller dans les bons sens par rapport à la résilience et à la lutte contre ces réchauffements climatiques. Donc les deuxièmes exemples que vous avez mentionnés, c'est alors si je ne mélange pas sur un agriculteur qui a diminué la taille du chapitel pour aller augmenter l'autonomie de l'alimentation du bétail. C'est ça. Et donc c'est aussi quelque chose effectivement qu'on observe quand on pense par exemple en rapport avec l'agriculture biologique, à une expansion de l'agriculture biologique. J'imagine qu'on y reparlera après, mais un des résultats qu'on a obtenu de notre expérience de simulation, c'est exactement ça. Donc, une réduction des nombres des animaux au sein des exploitations pour aller justement augmenter la résilience, l'autonomie alimentaire et donc la résilience de ces exploitations. Et aussi pour aller réduire en gros la compétition que ces animaux peuvent avoir avec la consommation des céréales et donc avec l'alimentation humaine finalement. Donc c'est là aussi, il me semble, aller dans une direction, peut se porter comme un bon exemple pour une stratégie qui peut se mettre en place par rapport à la résilience agronomique, mais aussi économique face au bouleversement du changement climatique. Oui. Alors, sur les troisième exemple, c'est là où je suis un peu moins expert, dans le sens, j'ai moins d'expérience avec effectivement les rôles des arbres et les bénéfices des arbres dans les systèmes agricoles. Cela dit, effectivement, il y a tout un mouvement, le mouvement de l'agroforesterie, qui porte l'arbre comme une des possibles solutions vis-à-vis d'une meilleure utilisation des ressources, notamment comme vous avez mentionné la ressource en eau, parce que les arbres sont notamment capables d'aller, dans certaines situations, piocher, prélever des ressources dans les profondeurs du sol, par exemple des ressources en eau, et les rendre, les déplacer, les rendre plus disponibles dans la surface du sol pour, par exemple, une utilisation par des cultures. Donc ça aussi, c'est une possible stratégie qu'on peut imaginer, des diversifications qu'on peut imaginer mettre en place dans le futur vis-à-vis de ces bouleversements des changements climatiques. Nous, on s'est limité à ces trois exemples, le stockage carbone, la diminution de la taille d'un cheptel, l'arbre au cœur d'un système. Est-ce que vous avez d'autres pratiques d'adaptation que vous pourriez nous donner, qui ont fait leurs preuves, que vous avez pu constater dans vos travaux? Ouais. Alors, en réalité,
je peux mentionner, alors je pense que je ferai la distinction entre deux grosses catégories d'adaptation. Un, c'est l'adaptation de la production, donc vraiment des fermes, de l'activité des agriculteurs. Alors, ce que je vais rajouter est pas du tout est absolument en ligne avec au moins 2 des 3 exemples que vous avez mentionnés. Et c'est en fait l'effet d'aller diversifier le plus possible les systèmes de culture en introduisant donc les systèmes de culture, donc les rotations de culture et les assolements aussi, surtout en introduisant par exemple des cultures fourragères qui aujourd'hui ont en partie disparu au sein des rotations, surtout des rotations en grande culture, donc des rotations des céréales en France, et aussi tout un tas de cultures qu'on appelle les cultures intermédiaires, donc ce qui sont des cultures qu'on va introduire dans les rotations des cultures par exemple entre 2 céréales ou 2 cultures principales qu'on va ensuite récolter. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que toutes les adaptations d'augmentation de la diversité et des nombres de cultures qu'on va mettre en place vont dans les sens d'une augmentation du stockage du carbone et aussi dans le gain de fertilité des sols et des rétentions d'eau. Donc ça, c'est sur les côtés, je dirais, de la production. Donc c'est un autre exemple des mesures agronomiques qu'on peut imaginer de mettre en place. Et je pense que par contre, quand on raisonne sur la résilience des systèmes agricoles, il ne faut pas oublier que la production agricole fait partie des systèmes alimentaires plus en général. Et donc, il y a aussi un tas de changements qu'on peut imaginer au niveau des systèmes alimentaires plus largement, qui pourraient se porter comme un changement nécessaire suite pour aller limiter certains impacts du changement climatique. Donc là-dedans, je pense notamment à des changements des régimes alimentaires, par exemple la réduction de la consommation des produits animaux. Il est nécessaire si on imagine que les agriculteurs vont réduire par exemple leur troupeau face à des questions d'augmentation de l'autonomie, etc. Ou encore de la réduction du gaspillage alimentaire, encore une fois, et un autre variable qui me semble important de mentionner vis-à-vis de ces adaptations du système alimentaire plus en général au changement climatique et au changement en général des systèmes agricoles. Et de ces exemples d'adaptations qui ont fait leurs preuves, est-ce que du coup on peut en conclure que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui est plus résiliente ? Alors ça, c'est une question très complexe. Donc, sur les papiers, je dirais que oui. Dans l'essence, effectivement, dans des fermes en bio, en agriculture biologique, ce sont des fermes qui ont la tendance, donc d'un point de vue agronomique par exemple, sont des fermes qui ont la tendance à avoir une diversification des cultures plus accrue, des rotations des cultures plus longues, en partie des cultures fourragères dans la rotation accrue par rapport à des rotations dites conventionnelles, entre guillemets, en utilisation des cultures intermédiaires, ce que je mentionnais avant, plus accrues, et tout un tas aussi des moindres émissions de gaz à effet de serre, d'où par exemple à la non-utilisation des intrants, donc des fertilisants issus de la synthèse industrielle. Par contre, il y a aussi un autre face, je pense, de l'agriculture biologique, surtout quand on imagine d'expandre ces systèmes de production à des échelles très larges. Donc, ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on observe aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on risquerait potentiellement d'observer dans ces scénarios d'expansion de la bio à échelle très large. Et il faut savoir qu'en général, la productivité, par exemple, un hectare de blé en agriculture biologique a la tendance à produire un peu moins par rapport à un hectare de blé en agriculture conventionnelle. Et cela est dû au fait, justement, qu'on a tout un tas d'intrants chimiques, des protections des cultures pour la fertilité des sols, on n'a pas le droit d'utiliser en agriculture biologique. Donc, fait si que les rendements en général sont un peu plus bas en bio.
Et donc, ces rendements un peu plus bas ont des effets indirects sur les potentiels impacts de l'agriculture bio sur le changement climatique. Alors, d'un côté, parce que, bien évidemment, si on a moins de rendements et on souhaite produire la même quantité de nourriture, on a besoin de cultiver plus de terres. Et donc, l'effet d'aller cultiver plus de terres pourrait porter, par exemple, à ce qu'on appelle des conséquences des changements sur l'utilisation des sols, par exemple, à les transformer des terres qui sont aujourd'hui en forêt en terres cultivables pour faire face à ces différentiels des productivités des systèmes agricoles. Bien évidemment, ça a des conséquences sur les émissions carbone. Donc ça, c'est un exemple des conséquences indirectes mais négatives qui pourraient arriver avec une expansion de l'agriculture biologique, mais à des échelles spatiales très larges. Et si on voulait éviter cet écueil, en fait, est-ce que l'agriculture biologique, elle aurait d'autres solutions pour s'adapter et pour éviter cet écueil, justement? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je pense que les deux solutions que j'ai mentionnées avant par rapport à l'adaptation des systèmes alimentaires sont importants par rapport à l'exemple que je viens de mentionner. Donc, le fait d'aller changer notre alimentation avec des régimes alimentaires qui soient moins carnivores et moins basés sur des produits animaux et plus basés sur des produits végétaux, en général, en fait, ces régimes alimentaires-là sont des régimes alimentaires pour lesquels on a besoin d'une moindre surface agricole par rapport à des régimes alimentaires qui sont très riches en protéines animales. Et bien évidemment aussi, la réduction du gaspillage irait dans le bon sens par rapport à des systèmes agricoles qui produisent un petit peu moins par rapport à aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, on a environ à l'échelle mondiale, on a environ un quart de la production qui est perdue par gaspillage. Donc, on a quand même une marge assez importante d'amélioration par rapport à ça. Et je pense que l'autre levier, c'est d'aller diversifier encore plus les rotations des cultures en bio par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, en faisant ça, d'aller limiter un peu cet écart de rendement qu'on observe aujourd'hui entre l'agriculture biologique et l'agriculture dite conventionnelle. Et si on essayait d'avoir une sorte de conclusion, est-ce qu'on peut conclure que l'agriculture biologique, ça reste quand même une solution pour que notre alimentation à vous, à moi, à tout le monde, soit moins impactante sur l'environnement? Est-ce que c'est si simple de dire oui? Ouais, même si ce que je viens de dire c'est vrai, dans le sens il y a quand même des risques qui ont un monde complètement bio soit compliqué à mettre en place. Pourtant, il y a un gros marge de croissance de l'agriculture biologique. Donc, selon nos simulations, on pourrait passer, par exemple, en France, environ 9-10%. Donc, c'est la fraction des fermes bio aujourd'hui, à plus de 60% des fermes bio sans avoir des gros problèmes de productivité. Et bien évidemment, tout là arriverait avec des bénéfices possibles en termes d'émissions réduites par rapport à l'agriculture conventionnelle et du stockage de carbone dans les sols. Donc, il y a quand même une marge de progrès importante et l'agriculture biologique, je pense que ça serait un des méthodes qui pourrait donner sa contribution à l'amélioration à la résilience vis-à-vis de ces changements liés au changement climatique. Oui, donc dans une balance bénéfice-risque, on se situe quand même plus du côté des bénéfices. Tout à fait. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle si on a encore une marge de manœuvre pour améliorer la situation. Tout à fait, ouais. On a beaucoup misé sur les haies et cette année ça nous a rendu bien des services. Donc en fait, l'idée c'est de se diversifier pour essayer d'être plus résilient. La vie est plus belle quand on se bat pour quelque chose, une vraie cause. Et là, il y a une vraie cause et il faut qu'on emmène du monde avec nous. S'adapter au changement climatique.
une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique.